Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à Libourne. C'est le grand débat des municipales et avec moi Philippe Bellache, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'agence de Libourne pour Sud-Ouest et nous allons passer plus d'une heure ensemble pour parler des thématiques, celles que vous avez, vous, souhaité faire émerger lors de nos rencontres sur le terrain et vous souhaitiez que vos candidats se positionnent sur ces questions-là, donc c'est vous qui faites le menu. Merci aussi pour toutes vos questions que vous nous avez envoyées via notre quotidien sudouest.fr. Avant de commencer, je vous propose de voir une petite carte d'identité avec les chiffres clés sur la ville de Libourne. Libourne est une ville située à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, sur la rive droite. Elle est installée à la confluence de l'Isle et de la Dordogne. La ville est reconnue pour son vignoble, avec 3 appellations, Pomerol, Saint-Émilion et Bordeaux-Supérieur. Ici, à Libourne, vivent environ 25 000 habitants. L'âge moyen est de 43 ans. Le taux de chômage s'élève à 12%. La ville attire des cadres et des personnes en milieu de carrière de 35 à 55 ans, qui représentent plus de 25% de sa population totale. Mais c'est aussi une ville avec une population qui vieillit. Libourne a plusieurs défis à mener, l'attractivité de la ville, la gestion des déchets et une meilleure connexion avec Bordeaux et sa métropole. C'est ici que vivent les Libournais et Libournaises. Voilà, 5 listes ont été déposées pour ces élections municipales 2026. Oui, bonjour Philippe Buisson. Donc, vous êtes le maire sortant, donc candidat à la tête de la liste sans étiquette Libourne, avec un point d'exclamation, on l'a bien noté. Donc une liste qui regroupe une partie de la gauche et du centre droit, parce qu'il y a quand même, j'allais dire, un large spectre qui est représenté. C'est l'arc républicain. Donc vous avez 56 ans, vous êtes vous-même socialiste, vous êtes maire depuis 2011, vous aviez pris la succession de Gilbert Mitterrand, et vous êtes également président de la communauté d'agglomération du Libournais, donc la CALI, pour faire court. Christophe Gigot, donc vous menez une liste d'hiver droite qui est notre parti, c'est Libourne. En 2020, vous aviez choisi d'être soutenu par les Républicains. Cette année, vous avez choisi de mener une liste sans étiquette. Et vous êtes chef de file de l'opposition municipale durant le dernier mandat. Et donc, votre liste, c'est notre parti, c'est Libourne. Absolument. Voilà. Hélène Albin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes candidate lutte ouvrière, vous êtes à la tête de la liste Le Camp des Travailleurs, vous êtes professeur des écoles Oui. et vous avez 53 ans. Ah non, j'ai un peu plus, 59. Oh, bah écoutez, vous les faites pas. Denis Moget, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la tête de la liste Libourne s'engage pour la paix, une liste soutenue notamment par la France Insoumise. Vous avez 70 ans, C'est je me ça. trompe ? Et vous êtes un ancien syndicaliste de la Force ouvrière. C'est ça. Franck-Daniel de Rolland, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat de la liste Une ligne droite pour Libourne, soutenu par le Rassemblement national et l'Union des droites. L'Union des droites, l'Avenir français et ainsi que le RPR. Et vous avez 56 ans. Oui. Vous avez notamment travaillé dans la Marine nationale. Et 25 ans. Actuellement, vous êtes mandataire En immobilier. dans le secteur de Tout à fait, l'immobilier. je suis indépendant. Alors, je vous propose de commencer ce débat par une thématique assez large qui est le cadre de vie. Fait-il bon vivre à Libourne ? On en discute. Alors, depuis septembre dernier, sur TV7, nous sommes allés à votre rencontre sur toutes les communes de la Gironde pour savoir si, vous étiez maire, si vous étiez à la tête de la mairie. Quelle serait votre première mesure ? On vous a tendu le micro, on vous écoute. Il y a les parcs qui reprennent un peu de la verdure, donc ça c'est bien. Mais c'est toujours bien de mettre un peu plus de vert, un peu plus de couleurs un peu partout. Plus d'arbres peut-être, surtout sur le bord de l'eau où il fait très chaud. Voilà, quand il y a des fêtes, des animations. Voilà, peut-être mettre des voilures à des endroits où il n'y a pas d'arbres justement et où l'été il fait très très chaud. Pour la location de logement, je trouve que c'est un peu cher, mais bon, c'est comme ça, c'est le monde à l'heure actuelle. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais je pense que les loyers sont un peu chers sur les Libourne. Voilà, Hélène Albin, si vous voulez bien commencer ce tour de table par rapport à ce qu'on entend, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous-même, vous êtes libournaise ? En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, le cadre de vie qu'on nous offre à Libourne, mais partout ailleurs, c'est cette ambiance-là qu'on entend tous les jours, c'est la montée à la guerre.
Voilà, nous on entend ça, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et je pense que ça a beaucoup d'influence sur ce qu'on vit aujourd'hui. La preuve. En revanche, nous, quand on a tendu notre micro, on leur a demandé, voilà, en tant que maire, on est bien sur l'aspect très local, c'est pas ça qui est ressorti, hein, c'est vraiment le quotidien et les... moi aussi, je suis allée à la rencontre, évidemment, pour constituer ma liste des travailleurs, de ceux qui habitent tous les quartiers populaires, Pays-Gourde, Pays-Renaud, Garde-Rose. Voilà, on a parlé de ce qui les préoccupe. Et ce qui les préoccupe actuellement, c'est ça. Et aujourd'hui, ceux qui disent on va planter des arbres ou on va reverdir, on va ou minéraliser ou déminéraliser, moi je trouve que c'est des menteurs. Parce qu'aujourd'hui, leur budget, il est conditionné par ce qui se passe dans le monde et parce que le gouvernement laisse ou pas comme latitude aux mairies. Le gouvernement, il s'est désengagé de bien des choses par rapport au budget des mairies et du coup, aujourd'hui, on entend ce qui va se passer par la suite. Nous, on a écrit... On y reviendra, hein, bien évidemment. Là, c'était vraiment un tour de table sur « Fait-il bon vivre à Libourne ?» Donc, vous dites, voilà. Monsieur Gigot, qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport à Libourne? Fait-il bon vivre à Libourne? Est-ce qu'effectivement, il y a besoin de végétalisation? On pense à la canicule qui est de plus en plus prégnante. Alors oui, des choses à faire. Il fait bon vivre à Libourne. Ça fait plus de 35 ans que j'y vis, d'ailleurs. Mais oui, la problématique du verdissement, on la connaît, notamment lorsque reviennent maintenant chaque année les canicules. C'est vrai qu'on a fait pas mal de travaux d'embellissement de la ville et la place, on va dire, du vert, des arbres, n'a pas forcément toujours été bien pensée. Moi, je prends pour l'exemple toujours au niveau des quais, où là, par contre, on a manqué le coche. Puisqu'on est exclusivement minéral au niveau des quais. Et c'est vrai que les années et les mois où on a des fortes canicules, on se retrouve dans une problématique où on est obligé, je dirais, d'éloigner les personnes aux heures les plus chaudes. Et c'est bien dommage, puisque l'objectif était quand même de pouvoir en profiter à tout moment. Philippe Buisson, je crois que beaucoup d'efforts ont été faits. Il me semble qu'il y a également un plan de renaturation qui est intégré à votre nouveau plan de revitalisation urbaine. Oui, d'abord, est-ce qu'il fait bon vivre à Libourne ? Je crois que la réponse est oui. D'ailleurs, Christophe Gigot lui-même le dit spontanément, oui. Et c'est une ville, moi je suis maire depuis 2011, c'est une ville qui incontestablement, je le crois, est en reconquête, c'est ce que me disent les Libournais, c'est ce que disent aussi les observateurs. Reconquête de l'identité de cette ville d'arrêt d'histoire, de cette confluence, de cette ville viticole, de cette ville bastide, de cette ville moyenne, où effectivement c'est une ville moyenne au milieu de la campagne, c'est une ville aussi périurbaine, donc il fait bon vivre. En plus, on le dira, je crois, dans l'émission, on est de mieux en mieux connecté avec la métropole. Est-ce que pour autant, est-ce qu'il fait bon vivre actuellement à Libourne comme ailleurs? Est-ce que les gens sont inquiets? Vous avez raison, les gens ont peur. Ils ont peur de la situation internationale, ils ont peur de la guerre, ils ont eu peur de la guerre en Ukraine, ils ont peur aujourd'hui de ce qui se passe dans le Moyen-Orient ou en Iran. D'où d'ailleurs la nécessité de tout faire pour que la classe politique n'importe pas le débat au milieu d'une bastide comme Libourne. Mais à l'échelon municipal, ce qu'il faut, c'est que nous fassions société et que nous améliorons un cadre de vie. Sur la renaturation, pour être très bref, Libourne est une ville minérale, c'est une ville de pierre. C'est la pierre de Saint-Émilion qui a bâti Libourne. On a, dans le dernier mandat, reconquis plusieurs territoires en renaturation, le square Joffre, la place de l'Âtre de Tassigny, etc., etc. Mais c'est une ville qui est minérale, sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Sur les quais, on ne peut pas planter d'arbres, ou alors il faut dire qu'on ne peut plus faire ni la fête de la Confluence, ni la fête foraine qui va s'installer, ni les grandes manifestations estivales. Donc, on pourrait très bien prévoir des bacs de verdure, on pourrait très bien... Ah oui, non, mais voilà, donc ce qu'on doit pouvoir faire, c'est effectivement améliorer le confort thermique, on va dire. Peut-être aussi la couleur qui a été choisie. Pourquoi pas? Et c'est pourquoi nous proposons, nous, une fontaine assez iconique, contemporaine, qui va, pas notre miroir d'eau, mais c'est un peu, voilà, quelque chose de très instagrammable, qui va amener effectivement de la fraîcheur sur des quais. Et c'est clair
que c'est quelque chose que les Libournais nous disent vraiment, souvent, et donc, vous avez raison de le soulever. Des arbres, mais qu'on peut moduler en fonction des événements à faire sur place. Monsieur Franck-Daniel de Rolland. Alors, bon vivre, oui et non. Ça va dépendre de l'heure à laquelle on sort, déjà. Bon vivre à Libourne, oui, sur la journée, effectivement. Après, je reviens par rapport à la végétalisation des quais. Effectivement, monsieur Gigot m'a un peu coupé l'herbe sur le pied en disant, oui, on peut installer par des bacs, des bacs transformables, des bacs qu'on peut déplacer à tout moment. Là, par contre, on peut amener une certaine fraîcheur. Donc, voilà. Ensuite, ça va dépendre à quelle heure on sort. Et si on est un homme, si on est une femme, effectivement, on sent quand même un petit malaise d'insécurité à partir d'une certaine heure. On y reviendra. Tout à fait. Monsieur Monger. Oui, en tant que Libournais. Oui, Libourne est une ville plutôt coquette, je dirais une ville de taille moyenne, qui était plutôt agréable à vivre. Mais ce n'est pas la question, à mon avis, les questions que nous ont posées les Libournais. Le bien vivre à Libournais, selon nous, il passe par la défense de l'hôpital, pour l'accès à l'hôpital. Les Libournais ont de grosses problématiques par rapport à l'accès aux soins à l'hôpital. L'hôpital a un plan social en œuvre actuellement, où on va supprimer 45 emplois dans les mois qui viennent, on va supprimer 27 lits d'EHPAD dans les mois qui viennent. Et c'est ça, c'est la première inquiétude des Libournais. C'est l'accès à la santé ? L'accès à la santé est une première inquiétude des Libournais, et une inquiétude majeure. La deuxième chose, c'est effectivement les quartiers, je dirais comme Perronneau-Péraugourde, des quartiers un peu délaissés, où la rénovation urbaine n'a pas eu lieu. Et donc là, il y a un problème également pour les habitants de ces quartiers-là, les habitants des quartiers populaires, où effectivement, ils sont inquiets de ne pas pouvoir payer leur loyer, ils sont inquiets sur l'augmentation exponentielle des loyers par rapport à leurs revenus. Il y a une personne qui en parlait là. Ça, c'est le problème. C'est le problème des Libournais. Je pense qu'il faut effectivement bloquer les loyers très rapidement, parce que les gens ne pourront plus, je dirais, subvenir à leurs besoins si effectivement ils sont contraints de payer 50% de leurs revenus dans le loyer. Ça, ce n'est plus possible. Je pense aussi une chose, c'est que le dernier budget qui vient d'être voté par les macronistes et par le PS. Budget national, vous voulez dire. Budget national, oui. C'est 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. Il faudra être très vigilant à la rentrée pour savoir combien de postes seront supprimés sur les écoles et les établissements scolaires de Libourne pour effectivement empêcher ces fermetures de classes. Parce que ce n'est pas acceptable, je dirais, et les parents sont préoccupés pour savoir s'ils vont pouvoir mettre leurs enfants dans l'école publique, s'ils vont pouvoir trouver des places, je dirais, dans les crèches, etc. C'est ça les préoccupations des Libournais, selon nous. Je vous remercie. Oui, juste pour rebondir sur la préoccupation des loyers, le constat est juste. Effectivement, les loyers sont assez élevés. Mais par contre, les outils que vous proposez ne sont pas les bons, à mon avis. C'est-à-dire que aller bloquer les loyers, ça ne va faire qu'amplifier, en fait, au niveau des propriétaires, le fait qu'ils ne voudront pas faire des travaux pour éventuellement mettre en location. Il y a des villes qui proposent des encadrements de loyers. Tout à fait. Et d'ailleurs, le résultat n'est pas forcément... J'y suis opposé, tout à fait. Moi, je suis plus opposé à accompagner notamment les propriétaires, justement pour remettre en location leurs biens. Alors, si les personnes ne mettent pas en location leurs biens, c'est parce qu'il y a des freins fiscaux, des freins sur le coût des travaux, et sur la complexité des dossiers aussi, en matière notamment, par exemple, pour ma prime rénov ou autre. Donc c'est plus un accompagnement. Moi, je pense que de toute façon, le logement, aujourd'hui, c'est un produit commercial. Aujourd'hui, même les bailleurs sociaux qui n'ont de sociaux que le nom font monter les charges, font monter les loyers, alors que les prestations, elles sont honteusement indignes. À Garde-Rose... Donc il faut revoir les indices. Mais en tout cas, c'est pas... Moi, je pense que personne ne le fera, parce que, encore une fois, c'est... Mais moi, je serais un point d'appui pour tous ceux qui veulent se battre, que je sois élu ou pas, pour se défendre par eux-mêmes contre les bailleurs sociaux, contre les propriétaires qui font des loyers qui sont hors d'atteinte. Qu'est-ce que vous demandez aux bailleurs sociaux et aux propriétaires, en tant que maire ? Mais je leur demande rien, ils font rien. De toute façon, on a fait, nous, une pétition à Garde-Rose qu'on a été portée à Domo France parce que j'ai une de mes colistières qui est obligée de dormir dans son salon parce qu'il y a de la moisissure dans sa chambre et qu'elle a une maladie respiratoire. Au rez-de-chaussée, il y a une vieille dame qui fait, dont les meubles de cuisine sont mangés par les rats parce qu'ils s'introduisent dans les appartements. Ça, c'est le constat. Voilà. Eh ben,
pour le moment, Domo France entend rien du tout et nous, on se dit, on se bagarrera. De toute façon, on n'a pas le choix. Nous, les travailleurs, on est obligés de se battre tout le temps. Ce constat-là, qu'est-ce que vous... Pour avoir un logement, pour le garder, pour ne pas payer... vous êtes en lien avec les bailleurs sociaux. Bien sûr. Alors, ce qui est juste, c'est qu'un maire ou une municipalité n'est pas propriétaire des logements sociaux. Ça, c'est la première chose, parce que dans la population, on croit souvent l'inverse. Alors, la communauté d'agglo y contribue, ce qui nous permet de temps en temps de jouer dans les commissions d'attribution pour pouvoir mettre telle ou telle personne, souvent des travailleurs du Libournais, pour qu'ils habitent à proximité de leur emploi, mais c'est relativement rare. Deuxièmement, c'est vrai qu'il faut un dialogue ferme avec les bailleurs sociaux. Je veux dire, M. Mouget ou M. Gigot, je ne sais plus, Perronneau, Peyregourde, les travaux sont programmés. Ils vont même débuter, quel que soit celui de nous qui gagne, parce que et Gironde Habitat et Domo France ont prévu pour plusieurs dizaines de millions d'euros, réhabiliter ces grandes résidences de Perronneau et Peyregourde. Mais il y a eu des travaux, par exemple, à Gare de Rose, vous avez raison. Oui. Mais par contre, c'est des travaux de façade. Oui. Les balcons, en plus, quand ils ont été refaits, la pente, elle est inversée et l'eau qui arrive de l'extérieur s'écoule dans les appartements. Il faut donc avoir un dialogue performant. Plus cher. Oui, il faut avoir un dialogue performant, mais c'est pas le maire qui décide. Donc pour moi, le dialogue, en effet, peut-être, mais ça marche pas le dialogue. Nous, il faut avoir un dialogue performant avec les faut se battre. Avec les bailleurs sociaux. Éventuellement, il faut créer le rapport de force. Il faut aussi se battre beaucoup, et c'est un débat qu'on a souvent au conseil municipal, et Christophe Gigot d'ailleurs nous soutient dans ce combat-là, contre les logements sociaux de fait. C'est-à-dire que le centre-ville de Libourne a beaucoup d'immeubles délabrés, dégradés, presque inhabitables et pourtant habités, avec des vendeurs de sommeil qui polluent le centre-ville de Libourne. Et qui, là, on parle d'un parc privé. Et on parle du parc privé. Donc il y a ce que j'appelle les logements sociaux de fait, c'est-à-dire des personnes qui habitent dans des taudis, parfois même dans des squats, et qui pourtant payent un loyer, vous voyez, à des gens qui, par ailleurs, d'ailleurs, peuvent dire qu'il y a de l'incivilité ou de l'insécurité au centre-ville, mais ce sont les mêmes qui encaissent les loyers. Donc, vous avez raison. En tout cas, la personne qui nous a interpellés, elle a fait à juste titre, la problématique du logement et de la santé, vous avez raison. Ce sont deux problématiques qui ne sont pas de compétences purement municipales ou communautaires, mais qui sont vraiment au cœur de l'ambition. Un dernier mot, parce que vous êtes au-delà du temps de parole des autres. L'encadrement des loyers, vous y êtes favorable ou pas? C'est pas ce qu'on demande, mais en tout cas, ce que j'ai mis en place, c'est le permis de louer et le permis de diviser. Et le permis de louer, aujourd'hui, c'est très important. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire foncier, eh bien, vous ne pouvez pas louer si votre logement ne répond pas à la loi. On a été la première commune de Gironde, et peut-être même la première commune de Nouvelle-Aquitaine à mettre ce permis de louer en place. Et ça apporte des résultats. Il s'applique aux bailleurs sociaux aussi ? Il s'applique potentiellement aux bailleurs sociaux, parce que les bailleurs sociaux doivent respecter la loi. Parce que ce qui est dit montre des fois des logements insalubres, et ça, c'est problématique. Mais je ne conteste pas ça. Moi, le permis de louer, je suis favorable. Je suis réellement favorable. Ça permet justement d'avoir des logements décents à des personnes qui méritent une certaine considération. Et ensuite, encadrer les loyers, non, je suis pas pour. Je suis vraiment pas pour, parce que ça, on risque justement de ramener vers le bas une ville qui a besoin d'avoir une économie, de ramener aussi une population. Et à partir de là, si on commence à ramener vers le bas, il risque d'y avoir aussi de la carence au niveau des logements. Et de ce fait-là, on risque de se retrouver justement avec une population qu'on ne veut pas forcément dans le centre-ville. On va changer de sujet, même si c'est un tout petit peu connecté, puisque Libourne est quand même implanté. Juste un instant. Ah, pardon. Je vous ai vu réagir. Oui, je suis déjà très heureux que ce débat vienne aujourd'hui sur la table, parce que je pense que M. le maire me donne raison sur la question du loyer. Il dit qu'effectivement c'est un sujet brûlant et important. Et je suis étonné que... Il donne raison sur la question du logement. Oui, et nous sommes pour une brigade du logement pour contrôler effectivement les marchands de sommeil, pour contrôler les hausses des loyers induits, pour contrôler Airbnb, etc. Et je suis quand même assez étonné qu'un candidat puisse dire qu'il faut trier la population. Dans quel monde on est? Si on commence à trier la population, vous vous rendez compte? Donc le mot est fort, tu l'as dit, le mot est fort, vous l'avez dit, pardon, le mot est fort, donc on ne va pas revenir sur les mots. Une fois qu'ils sont dits, c'est exprime un état d'esprit, je l'interprète tel que ça doit dire.
tel que ça doit être effectivement exprimé. Vous pouvez peut-être clarifier votre pensée. Non, c'est-à-dire il faut faire attention dans le sens... Effectivement, vous avez raison, M. Moguet, sur la puissance des mots. Je suis totalement d'accord avec vous. Quand je parle de trier la population, je ne parle pas de trier la population, c'est pas ça. C'est simplement, je pense que les bailleurs, peu importe qu'ils soient sociaux ou pas sociaux d'ailleurs, les bailleurs ont le droit de choisir, de prendre les personnes qu'ils désirent pour pouvoir... Il y a des commissions d'attribution, voilà, ça fonctionne comme ça. Non, mais je suis d'accord. Mais aussi, ça permettra aussi de pouvoir panacher. C'est-à-dire, il faut panacher un cœur de ville, il faut panacher. Il ne faut pas avoir qu'un type de population. Si on n'a qu'un type de population, ce n'est pas bon. C'est vraiment là par nos salaires. Là où on peut vivre, c'est là où on peut payer les loyers. Donc, si on a des petits salaires, je veux dire, les gens qui sont sur ma liste, les ouvriers viticoles, vous pensez bien qu'ils n'habitent pas en plein centre-ville. Ils habitent, je vous dis, à Gare de Rose. Alors, je ne suis pas d'accord. Centre-ville dans des squats. Voilà, exactement. Et ça, c'est pas de leur faute. Et de toute façon, voilà, ils n'ont pas le choix de là où ils vivent, ils ont le choix de là où ils peuvent payer. C'est ça notre cadre de vie, c'est notre salaire. C'est purement économique, c'est joli les fleurs et tout, mais en vrai, notre vie, elle est dictée par notre salaire, par notre emploi, par le chômage qui plane au-dessus de nos têtes, par le fait que, je sais pas, on parlait tout à l'heure de Libourne, ville idéale dans le sens où on est tout près de Pomerol, Saint-Émilion, mais qui est-ce qui fait la richesse de tous ces châteaux ? C'est tous ceux qui travaillent dans les vignes, qui ont des pauvres salaires, qui ont ou pas des papiers, qui d'ailleurs ont pu ou pas s'inscrire sur mes listes parce que... C'est tous les intervenants, c'est aussi les entreprises aussi qui créent de la richesse. La base, c'est les travailleurs, c'est eux qui ont le sûr. sécateur à la main, c'est eux qui sont dans les vignes, quand il pleuvait, qui étaient dans la boue toute la journée. Je pense que tout le monde a sa part à sa contribution. Oui, il y a une crise justement. Vous ne vous rendez pas compte que, comme vous dites, les propriétaires de châteaux, ils ne vivent pas non plus une vie de château pour autant. Attention, il faut vraiment se rendre compte... Je crois qu'ils n'habitent pas trop à Gare de Rose, ni à Peyregourde, ni à... Mais il faut voir dans quelles conditions aussi, le matin quand ils se lèvent, le stress qu'ils ont. Vous vous rendez même pas compte, je pense. Justement, pour en parler, donc Libourne est implanté au cœur d'une région viticole avec un certain nombre d'appellations prestigieuses, mais dans un secteur qui traverse une crise profonde, une crise structurelle complètement inédite. On arrache donc des vignes, y compris à Libourneville, notamment à Condat. Que peut faire la commune pour aider les viticulteurs face à la crise ? Philippe Buisson ? Alors, la commune ou la communauté d'agglomération de Libournais qui a la compétence d'Eveco. Et en vérité, avec la communauté de communes de Castillon-Pujol, avec Jacques Breillat qui préside cette collectivité, on a décidé depuis 1 an de financer une étude et de porter des filières alternatives à la viticulture pour venir en soutien aux viticulteurs qui arrachent, qui veulent la plupart du temps rester en partie viticulteurs, mais qui doivent obtenir des compléments de salaire. Et c'est vrai, pour aller très vite, que la CALI a décidé de soutenir plusieurs filières, la filière de l'huile d'olive, la filière des volailles, la filière du kiwi, la filière de la pomme, la filière du chanvre. Et à Libourne, là où vous dites qu'il y a de l'eau, c'est-à-dire dans ces palus, ces marécages, il paraît que palus, ça ne se comprend pas partout en France, mais dans la palue de Condat, oui, je pense que dans ce mandat, on peut faire naître une nouvelle filière, comme celle de la pomme ou du kiwi, parce que ce sont des filières qui ont besoin d'eau et qui ont une vraie économie. C'est-à-dire que la France est demandeur de production de kiwi et de pommes. Donc une reconversion des ouvriers. Oui, c'est l'un des soutiens. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'amener des viticulteurs libournais, au sens territorial du terme, vers ces filières physiquement. C'est-à-dire, on loue des bus, on met des viticulteurs dedans et ils vont à la rencontre de ces filières pour voir quelle est l'économie possible à venir. Monsieur Gigot, par rapport à ce projet C'était effectivement une grosse crise, comme on n'a jamais connu jusqu'à aujourd'hui. On a connu des crises viticoles antérieures, mais pas du niveau de ce que l'on côtoie aujourd'hui, avec des plans d'arrachage massifs, essentiellement dans l'entre-deux-mers, mais pas que, vraiment sur toute la partie du vignoble bordelais. Et c'est vrai que ça met dans des situations mais catastrophiques certains viticulteurs qui perdent tout parfois, puisque c'était leur outil de travail. Quand vous voyez que dans certains cas, il y a du vin qui part à moins d'1 euro la bouteille, alors qu'on a des coûts de production qui sont bien au-delà, c'est tout juste pas tenable. Oui, ça a des répercussions sur toute la filière. Et tout à fait. Et on a des répercussions automatiquement. On a automatiquement des répercussions aussi en matière, bien sûr, des autres secteurs, puisque Libourne est quand même très interdépendant du secteur viticole.
Et notamment se greffe aussi une crise complémentaire qui est la crise du bâtiment, avec la problématique des taux d'emprunt qui sont élevés, la problématique du coût des matériaux qui s'est renchéri. De MaPrimeRénov' qui a été décalée et qui a contribué à stopper le marché, notamment dans la rénovation. Donc beaucoup d'enjeux économiques graves, importants. Et notamment, le rapport qui a été établi par la CALI est un rapport très intéressant, puisque ça permet de mettre en lumière des reconversions potentielles. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, parce que les gens, il faut leur expliquer que les agriculteurs, les viticulteurs, façonnent nos paysages. Si on arrache la vigne et que rien ne se passe sur les parcelles arrachées, ça va devenir des paysages à l'abandon. Et ce n'est pas du tout l'image que l'on a de nos campagnes. Et donc, c'est du ressort de la mairie et de la communauté de communes de travailler là-dessus? Alors c'est du ressort, oui, d'insuffler et d'aider, justement, on le verra dans d'autres domaines aussi. Vous avez envie de vous positionner là-dessus? Absolument, il faut être avec eux, puisque en étant avec eux, on est avec l'ensemble de l'économie locale. Monsieur de Roland. Ça représente quand même, c'est une très belle carte postale, toutes ces vignes, tous ces rangs de pieds de vigne alignés représentent quand même une très très jolie carte postale du paysage libournais, du paysage girondin en fond. Et ça serait malheureux aujourd'hui de voir tout cet arrachage et de voir du panneau photovoltaïque comme j'ai pu voir dans certains endroits, mais c'est une catastrophe. Et effectivement, il faut venir en aide à nos vignerons, à nos viticulteurs pour pouvoir justement pallier à ce manque et de trouver une alternative. Alors, comme dit M. Buisson, ça peut être de la pomme, ça peut être de la pistache, ça peut être autre chose. Mais il faut vraiment intervenir. Ça peut pas être de la pistache. Non, parce que la pistache, oui, voilà. Je sais, il y a trop de... oui. Mais oui, par rapport à Condin, vous parlez. Non, oui, je parle même par rapport au territoire du Libournais. Ça peut pas être la pistache. Mais bon, peu importe le fruit. Non, mais tout ça s'analyse. Après, voilà. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Et donc, je suis justement pour cette alternative et de trouver une solution et de venir en aide à nos viticulteurs aujourd'hui. Monsieur Brogé. Alors, la viticulture a connu son heure glorieuse sur le Libournais, donc dans le Bordeaux d'une manière générale. C'était une production extraordinaire. Et il me semble qu'après avoir discuté avec les viticulteurs, justement, ils m'ont dit que le socialiste Évin leur a fait très très mal en culpabilisant les gens de boire du vin. Ils ont fait chuter la consommation d'une manière extraordinaire. Et donc aujourd'hui, c'est une des sources pour lesquelles, je dirais, les viticulteurs sont en difficulté et en danger. Donc le problème pour les viticulteurs, à mon avis, je ne sais pas si c'est la commune ou la CALI qui peut résoudre le problème. Moi, je pense que les élus, ils ont un rôle, c'est-à-dire être à l'écoute de leurs problématiques et savoir comment, avec eux, on peut répondre à leurs problématiques. On n'a pas, je dirais, un schéma tout fait pour eux. Nous ne sommes pas agronomes, nous ne sommes pas paysans. C'est eux qui doivent nous apporter, je dirais, pas les solutions, mais les propositions et voir comment nous, on peut répondre. Est-ce que vous avez des propositions qui sont sorties du lot après votre rencontre avec les agriculteurs? Nous n'avons pas de propositions parce que c'est un problème technique. C'est un problème technique. Et quand nous serons aux responsabilités, effectivement, on verra avec eux, on se réunira, on verra avec eux pour étudier les problématiques qui se posent et voir comment avec eux on accompagne, on résout, on permet de changer de production. Moi, je pense que c'est avec les acteurs qu'il faut travailler. Donc les élus, ils ne sont pas forcément la science infuse, je dirais, dans le domaine viticole ou agricole ou paysan. Donc mes grands-parents étaient paysans, ils savaient ce qu'il fallait faire. À un moment donné, ils produisaient, je dirais, du lait. À un moment donné, on leur dit arrêtez de produire du lait. Ils ont fait du maïs, après c'était autre chose, etc. C'est les paysans qui doivent nous apporter, je dirais, pas les solutions, mais les problématiques, et nous devons y répondre. Un dernier mot, Madame Albin, là-dessus. Moi, je dirais que même du temps où c'était florissant, les richesses des grands châteaux, il y a un livre que vous connaissez tous, Les raisins de la misère. Voilà. Tous les châteaux, que ce soit du Libournais, que ce soit du Sauternais, que ce soit du Médoc, ils se font d'abord avec le travail de tous ceux qui sont dans les vignes, qui se cassent le dos, qui ventent, qui pleuve ou qui neige et qui vont subir de toute façon ces choix-là qui vont être faits. Quand ça marchait bien, ça n'a jamais ruisselé pour eux. Ils ne se sont jamais retrouvés à avoir des payes correctes. C'est toujours... bizarrement, il y a beaucoup de travailleurs, moi je les vois, c'est eux qui subissent et c'est sur eux qu'on répercute les problématiques. Et puis moi je pense un truc, c'est que l'environnement,
la crise climatique, tout ce qui fait, les inondations, tous les changements qui arrivent là aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faudrait gérer, non pas au point de vue de Libourne, mais même au point de vue bien plus large que la Gironde. C'est quelque chose qu'il faut envisager d'un point de vue planifié, organisé. Et aujourd'hui, ceux qui produisent, ils produisent dans le but de se faire de l'argent, de se faire plus de profit, et donc peu importe ce qu'ils produisent, du moment que c'est rentable. Et là, les choix qui sont faits, c'est pas du tout en direction ni de l'environnement, ni des travailleurs, ni des besoins qu'ils ont pour leur vie de tous les jours. Je pense que les élus, ils ont intérêt à ce que les raisins de la misère ne deviennent pas les raisins de la colère. Ouais. Donc il faut répondre aux attentes, à mon avis. C'est ça qui est important. Moi, j'espère au contraire que ça deviendra un jour les raisins de la colère. Parce qu'ils ont raison de se battre. Je ne suis pas pour ça, les raisins de la colère. Je suis pour trouver des solutions. Vous avez déjà parlé avec un petit propriétaire, parce que tout le monde n'est pas multipropriétaire, tout le monde n'est pas château Pétrus, château Angélus. Les petits propriétaires, ils subissent ce que les gros demandez aux petits propriétaires le stress qu'ils ont au quotidien. Difficile pour eux. Ils ont Ce sont des travailleurs aussi. La première chose qu'ils se posent, c'est comment... C'est pas comment eux vont vivre, quels bénéfices ils vont avoir, c'est comment ils vont payer, ils n'y arriveront pas. Comment ils vont pouvoir payer leurs employés. Mais ils ne pourront pas payer, parce qu'en effet, c'est conditionné par bien plus gros qu'eux, comme les marchands de lait sont conditionnés par Lactalis. On le sait, ça. Donc, si vous voulez, tant que ça sera régi par des gens qui produisent uniquement pour faire des profits, ça ne marchera pas. C'est le capitalisme là pour faire des profits aussi. C'est elle qui va créer des emplois derrière. Pas du tout. Ils créent des richesses que font les travailleurs tous les jours. C'est eux qui produisent les richesses et les grands, ils se les approprient. Ils volent les travailleurs tous les jours. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de ce débat. Je vous propose de continuer. C'est l'objet de la vie des travailleurs. Et c'est l'objet de, je pense, de discussions bien plus longues que vous pourrez peut-être poursuivre après le débat avec grand plaisir. Alors, on vient de parler de ces mesures. Voilà, vous avez parlé d'emploi, on a abordé à peine la santé, mais effectivement, c'est quelque chose de très important. Là, ce que je voudrais qu'on évoque, c'est la fiscalité, parce que lorsque nous sommes allés à la rencontre des Libournaises et des Libournais, c'est un mot qui est revenu très souvent. Voilà, je vous le disais, c'est vous le maire, c'est un programme que nous diffusons sur notre antenne depuis septembre dernier. Et donc forcément, lorsqu'on vous pose la question, eh bien, vous nous parlez d'argent, bien évidemment. Je dirais que les impôts augmentent tous les ans et pas qu'un peu au niveau du foncier. Je pense que peut-être faire un effort sur le foncier... Je sais qu'il y a eu beaucoup de travaux de fait, effectivement, pour embellir, mais ça se répercute sur le particulier, enfin sur les gens qui payent des impôts et où c'est devenu vraiment catastrophique. Donc je sais pas, essayer de trouver un juste milieu. La baisse de la taxe foncière, car je trouve qu'elle augmente assez chaque année. On nous dit non, ça sera 50 €, de plus en plus ça augmente, et habitant aussi Libourne et payant aussi mes impôts, taxes, le CFE par rapport à l'auto-école, c'est vrai que ça augmente chaque année. Voilà, donc la taxe foncière, c'est revenu assez souvent dans vos propos. Tout à fait, donc on sait tous que la taxe n'a pas augmenté tous les ans, en tout cas le taux, et c'est sûr que les bases augmentent régulièrement, mais il y a quand même eu 2 grandes augmentations, donc en 2021 et en 2024, que je crois vous avez chiffré à plus 21,67% donc, sur le mandat. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors c'est notre grand différent à tous les deux, avec M. Buisson. C'est-à-dire qu'en fait, le mandat que l'on termine actuellement a été, sur le plan fiscal, le pire depuis 30 ou 40 ans. Il n'y a jamais eu une aussi forte augmentation des taux, parce que, comme vous l'avez indiqué, la commune, elle, gère que les taux, elle ne gère pas les bases. Donc, jamais eu une aussi forte augmentation que durant ce mandat-là, 21,67%, c'est du jamais vu. Et malgré ce qui est dit, en fait, ça impacte l'ensemble des propriétaires, qu'ils soient aisés ou pas aisés. Quand vous voyez des personnes, notamment qui ont travaillé toute leur vie, qui ont une grande maison, bon, ils ont travaillé toute leur vie, ils ne sont pas des personnes riches, et qui voient leur taxe foncière pas sur les niveaux moyens que l'on indique, mais qui est parfois à plus de 3 000 € la taxe foncière, c'est tout juste pas tenable pour certains qui ont des petites retraites.
Et donc, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas rester sur ces moyennes-là qui ne sont pas du tout représentatives de la réalité. Quant au classement, notamment, je voulais l'indiquer, puisque quand vous avez fait votre programme en 2020, vous avez classé les villes en fonction de leur taux. Et quand vous avez fait le bilan du mandat, vous ne les avez plus classées en fonction du taux, vous les avez classées en fonction du montant payé. La premier élément, Libourne avait un taux, elle était classée, je crois, 6e. Des communes que vous aviez citées. Si on gardait le même classement pour le bilan, par exemple, ben on serait deuxième. La deuxième ville la plus élevée en termes de taux. Et pas le classement que vous indiquez aujourd'hui. Deuxième après laquelle ? Deuxième ville par rapport au panel qui avait été indiqué. Ah. Voilà, pas de Gironde. Hein. Donc des villes à peu près de même strate, c'est ce qui avait été pris. Et donc ça, c'est tout juste pas tenable. Et sur le plan intercommunal, la CFE n'a pas augmenté dans les mêmes proportions, puisque la CFE, c'est un peu plus compliqué. Ça se calcule en fonction de certains niveaux d'activité, de chiffre d'affaires, et ensuite, il y a des taux qui sont appliqués. Mais néanmoins, la CFE, elle est aussi fortement augmentée, entre 12 et 30% suivant les activités. Cotisation foncière des entreprises. Il faut quand même préciser qu'on est aussi dans un contexte de disparition de la taxe d'habitation. Certes, et justement, cette disparition de la taxe d'habitation aurait dû amener à faire des efforts sur la gestion du budget, c'est-à-dire faire des choix. Et ce qui a été fait, en fait, pour financer notamment les investissements que d'ailleurs j'ai soutenus pour la plupart, il a été fait donc, un endettement qui a quasiment doublé sur 2 mandats, et bien entendu, derrière, de l'augmentation fiscale, puisqu'il n'y a pas eu d'effort de fait au niveau du budget de fonctionnement. Et c'est ça le principal écueil, je pense, de votre bilan. Donc ce que je voudrais bien comprendre, vous dites ça a augmenté, j'ai soutenu les investissements. Donc concrètement, pour le prochain mandat, vous dites il n'y aura pas d'augmentation. Absolument, je suis le seul à l'indiquer de nous 5. Sur le prochain mandat, il n'y aura aucune augmentation, ni des taux de la taxe foncière, ni de la CFE. Sur les 6 ans. Oui. Sur les 6 ans. Je la gèle sur les 3 ans. Oui, mais c'est pour ça que je dis je suis le seul à l'indiquer. Oui, alors justement, concernant ce fameux pouvoir d'achat, M. Macron nous avait promis, au moment de la suppression de la taxe d'habitation, nous avait promis de récupérer du pouvoir d'achat parce qu'on n'avait plus la taxe d'habitation. Et on s'est vu tout doucement, au fil des ans, voir une taxe foncière qui a rattrapé l'ensemble de quasiment, je dis bien quasiment, parce que sinon M. Buisson va me sauter dessus, sur la taxe d'habitation et la taxe foncière. C'est-à-dire, aujourd'hui, ma taxe foncière représente la taxe d'habitation et la taxe foncière que je payais en 2017. Donc, pour ma part, je ne dis pas pour... Effectivement, M. Gillot a raison, pour les gens qui payent plus de 3 000 € de taxes foncières, je n'ai pas un château pour autant, loin de là. J'ai une maison normale, correcte, mais je suis quand même bien, comment dire, je me suis bien fait rattraper par la taxe foncière. Donc, vous dites... Pas d'augmentation pendant 3 ans. Je gèle, oui, avec mon équipe, nous gelons justement la taxe foncière sur les 3 prochaines années. Après, on verra au fil du temps. Par contre, concernant la CFE, effectivement, elle sera gelée sur 6 ans. Vous vouliez répondre ? Je vais prendre mon tour de parole, si vous voulez, mais peut-être pour éclairer le débat. D'abord, effectivement, j'ai dit tout à l'heure que j'avais été élu en 2011. Maire vraiment élu par les Libournais en 2014, puisqu'en 2011, je prends la succession de Gilbert Mitterrand en cours de mandat. Et en 2014, j'annonce un électrochoc pour Libourne. Cet électrochoc, il a eu lieu. Libourne, j'ai dit tout à l'heure comment on avait pu reconquérir un certain nombre d'identités et faire revenir des gens et rehausser le niveau de vie des habitants également, etc. etc. Oui, ça s'est accompagné par une hausse de fiscalité. Pour autant, oui, nous sommes toujours la ville de Gironde, dans la strate des villes de 10 000 à 50 000 habitants, qui payons le moins d'impôts. Ça, c'est factuel. Le taux... Vous le mettez en relation avec le pouvoir d'achat des personnes. Non, mais attendez. Ça, vous ne le mettez jamais en relation. Libourne a un pouvoir d'achat qui est moins par rapport à la moyenne nationale. Par rapport à la moyenne nationale, c'est vrai. Par rapport à la moyenne girondine, ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, quand vous achetez quelque chose... Vous regardez le prix que ça coûte, vous ne regardez pas le taux de TVA. Vous ne dites pas, tiens, je vais acheter quelque chose à la TVA de 5,5 et pas de 10. Bon, donc aujourd'hui, la taxe foncière moyenne par logement est de 1 066 € à Libourne. Ce sont les chiffres de la Direction régionale des finances publiques. Ce n'est pas moi qui les invente. Quand toutes les villes de plus de 10 000 habitants de Gironde ont une taxe foncière qui est au-dessus. Voilà, donc ça c'est le premier point. Donc il y a eu effectivement un effort fiscal pour rehausser
la qualité de vie, on en parlait tout à l'heure, de Libourne et des Libournais. J'ajoute que sur le prix du foncier, vous êtes un promoteur immobilier, en tout cas vous vendez des maisons. Sur le prix du foncier, quand je suis devenu maire de Libourne, le foncier perdait de la valeur. Depuis qu'on a fait ce travail, eh bien, le prix de nos maisons, de nos appartements, même si là, ça s'est estompé au regard d'une crise qui est nationale, les fonciers regagnent de la valeur. Troisièmement, vous l'avez dit, madame, et vous aussi, c'est-à-dire que personne ne paye plus d'impôts aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Personne. Parce qu'effectivement, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation. Non, mais on a un déséquilibre. Qui paye la fiscalité aujourd'hui? Voilà. Alors oui, mais alors, et je conclue là-dessus parce qu'il y a beaucoup, dans ce débat que je trouve absolument passionnant, il y a beaucoup de débats qui concernent le législateur. Le maire de Libourne... Non, c'est un choix. Non, le maire de Libourne ne peut pas mettre la taxe d'habitation... Non, le maire de Libourne aurait pu augmenter de manière moindre la fiscalité et faire un effort sur le budget de fonctionnement. Dans ce cas-là, il fallait faire faire un effort sur le budget de fonctionnement. Vous l'avez pas fait. Non, mais vous le proposez pas. Et je reviens sur... Attendez. C'est là le problème, en fait. C'est qu'on fait toujours supporter aux mêmes. On pourra faire les choix de travaux. Mais ceux qui sont annoncés par mes compétiteurs sont bien plus lourds que ceux que je propose. C'est là l'erreur aussi. Non. Mais il ne faut pas penser que la ville de Libourne et le conseil municipal est une micro-assemblée. Libourne n'est pas une république autonome. Donc on ne va pas régler, c'est vrai, la paix dans le monde, même si chacun peut avoir son avis et y contribuer. On ne va pas régler la problématique de la fiscalité nationale. Et vous avez raison de dire que Macron, en supprimant la taxe d'habitation, a supprimé un lien entre le locataire et la commune au sein de laquelle il habite. Et ça, c'est pas normal. Mais le maire de Libourne n'y peut strictement rien. On peut pas... et sur les loyers, sur les logements, etc., j'ai été très innovant, mais il y a un moment où la limite n'est plus municipale. Elle est de l'ordre du législateur. Et dans ce débat, on parle beaucoup de sujets qui seraient plutôt... Vous avez donné un chiffre, 1066 € par habitant. Est-ce que ce chiffre-là, sur le prochain mandat, risque d'augmenter ou pas? J'ai pris l'engagement que d'abord, dans les 2 ans qui venaient, on n'augmenterait pas. C'est déjà un engagement difficile à tenir parce que personne autour de la table ne sait à quelle sauce les communes et les intercommunalités seront mangées par l'État et par le vote du budget l'an prochain. Bon, donc personne, non. Oui, enfin, ou alors on peut craindre le pire. Donc il faudra compenser. Il faut compenser. La commune doit compenser. Donc j'ai dit pendant 2 ans, et puis je prends un deuxième engagement, c'est qu'on sera toujours la commune situé entre 10 000 et 20 000 habitants, où l'impôt sera toujours le plus bas de Gironde à la fin du prochain mandat. C'est là le problème. Le problème, c'est que vous êtes, sur ce plan-là, vous êtes récidiviste. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez dit... Oui, j'avais promis, et là, on est les derniers. Vous aviez dit... On est les meilleurs. Vous aviez dit que, lors du mandat que l'on termine, vous avez dit que vous n'essaieriez de ne pas augmenter la fiscalité. Oui, vous vous souvenez, vous m'avez même demandé de l'augmenter à un moment donné pour financer le pont Beaucibourg. Ponctuellement. Ponctuellement, oui. Mais... Et donc on n'est pas revenu en arrière. Oui, mais moi j'avais dit ponctuellement, parce que je suis aussi pragmatique. Il y a eu la crise du Covid qui nous a coûté. Mais non, il y a eu la crise de l'énergie qui nous a coûté. La crise du Covid a fait monter les bases une année après. Non. Oui, mais une année après. Mais bien sûr. Mais et la crise de l'énergie. Donc en fait, si vous voulez, vos promesses d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a 6 ans. Ça veut dire qu'il va y avoir 2 ans sans augmentation. Et on va partir encore sur de l'augmentation. Voilà, ça sera la même chose. Je crois que les Libournais seront satisfaits. 2 ans de non-augmentation, 6 ans de non-augmentation, 3 ans. À vous, monsieur Mauger, s'il vous plaît. Alors, moi, je ne fais pas d'attaque ad hominem envers personne, parce que je pense que la situation est très délicate. Je voudrais simplement, aborder un sujet quand même qui n'est pas abordé, ce qui me surprend beaucoup d'ailleurs. C'est mes camarades du Parti de gauche qui m'ont transmis un document qui dit « Depuis 2012, on a volé 250 milliards aux collectivités. » Depuis 2012. Oui, c'est pas faux. J'ai dit qu'il fallait compenser. Vous avez raison. Et donc, le problème qu'il y a, tous les gouvernements de gauche et de droite ont volé les collectivités et ont placé les maires dans les taux, les obligeant effectivement à jouer sur la fiscalité qu'ils avaient à leur disposition pour pouvoir gérer leur commune. Et ça, c'est le problème. Le deuxième problème qu'il y a, c'est que les maires auraient peut-être pu se concerter, auraient peut-être pu se réunir et disant on refuse effectivement cette situation et on s'oppose. Chaque année, malheureusement. Et on s'oppose. Il y a un congrès des maires, ils auraient peut-être pu prendre une décision en disant on s'oppose à ce que vous mettiez au supplice dans nos communes. Ça, c'est un deuxième problème. Les maires le disent à chaque fois. Ensuite, sur je dirais, moi je m'inspire quand même, parce que bon, je ne porte pas la science moi tout seul, je m'inspire d'un très très bon livre qui s'appelle Pour un nouveau communalisme, la commune au cœur de la révolution citoyenne,
préfacé par Jean-Luc Mélenchon. Le pacte social communal n'a été possible dans la mesure où il existait une autonomie fiscale des collectivités leur garantissant de pouvoir fixer leur taux d'imposition. Le problème, c'est que la taxe professionnelle payée par les entreprises du territoire a été de longue date combattue par le patronat. Et la taxe professionnelle a été supprimée par Sarkozy. C'est ça le problème. Et donc, créé la CFE en remplacement. Oui, c'est un impôt qui alimente la communauté d'agglo. Pour éclairer le débat. La CFE, mais la CFE, c'est-à-dire que la réforme a réduit d'un quart environ le montant total payé par les entreprises et amoindri considérablement l'autonomie fiscale des communes. Donc on a mis les communes au supplice financier. Et que faire? C'est ça le problème. Alors au jour d'aujourd'hui, pour éclairer, juste pour terminer. Non, je termine. La CFE, elle est au niveau d'avant. Je permets. Que faire? Il faut rétablir le financement de nos collectivités. Moi, je n'étais pas pour la suppression de la taxe d'habitation, qui a effectivement favorisé les revenus plutôt hauts, puisque les revenus bas ne payent quasiment pas de taxe d'habitation. Donc j'étais pour qu'on maintienne la taxe d'habitation. C'était un impôt qui permettait effectivement aux communes de vivre et de permettre à tout le monde de participer, je dirais, à l'effort, communal. Comment faire rétablir le financement de nos collectivités? Ce n'est pas abordé dans le sujet. Le patronat, sous une multitude de formes, touche 270 milliards d'aides par an. Et si on touche dans ce pactole, on doit pouvoir rétablir le financement de nos communes. Et c'est un rapport qui a été remis par le communiste sénateur Fabien Gay, qui a dit effectivement que 270 milliards étaient donnés comme ça au patronat, sans contrepartie. Hop, on leur donne 200. Ça a été confirmé par Éric Coquerel, président de la commission des finances, et ça a été confirmé par 2 journalistes du Nouvel Observateur qui ont écrit un livre, Le Grand Détournement. On a pillé le pays. On a donc pillé les travailleurs, on a pillé les couches populaires et on a pillé les collectivités. Et donc il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. L'argent, il existe. Il faut le redonner aux travailleurs. Il faut le redonner aux collectivités. Il faut le redonner aux services publics. Et sinon, on ne pourra pas y arriver, à mon avis. Alors juste pour rebondir là-dessus, notre territoire, on n'a pas des multinationales. Je veux dire, c'est des PME, des TPE. Justement des gens que vous êtes censés aussi défendre, parce qu'un artisan, un commerçant, il est parfois dans des situations très problématiques. On a Seva, ok. Mais sinon, le tissu, c'est vraiment des petites entreprises. Il y a HTDR également. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, puisque moi je les suis, les petites entreprises, on est dans une situation excessivement délicate, avec une recrudescence des dépôts de bilan et des situations vraiment précaires pour ces chefs d'entreprise. Donc il ne faut pas faire d'une idée généraliste et peut-être nationale une idée pour notre territoire. Ça n'a strictement aucun... Bien sûr que si. Il y a 13 000 habitants de Libourne. Il y a 13 000 millionnaires qui ne paient pas d'impôts en France. On pourrait récupérer un peu d'argent. Madame on s'en fout, c'est pas la question. C'est pas la question. On parle de Libourne. La question, c'est de récupérer l'argent. On parle de la municipalité. La municipalité de Libourne, elle a donné 150 000 € à Seva, qui est quand même 5e leader mondial dans la santé animale. Je pense que peut-être qu'on pourrait réserver l'argent. 150 000 €, c'est indiqué dans votre Facebook, j'ai lu ça. La communauté d'agglo, alors. Alors, la communauté, c'est la communauté d'agglo qui a la compétence économique. C'est un budget qui, du coup, va aider le 5e leader mondial de la santé animale. Je ne sais pas si c'était les priorités que moi j'aurais affichées. Je suis très fier qu'on les maintenu à Libourne parce qu'ils voulaient partir. Eh bien oui, mais de toute façon, ils partent quand même, ceux qui reçoivent des aides. Là, par exemple, à Vers, Oiglas licencie sans cesse depuis des années et va fermer un 2e four, alors qu'ils ont touché une pluie d'aides. Donc après, quelle caisse ils ont utilisé, j'en sais rien. Mais de toute façon, ils partent quand même avec l'argent, ces gens-là. Ils ne sont pas contrôlés. Il n'y a jamais moyen de savoir. Ils font des menaces. Ils disent « Ah, mais de toute façon, si vous ne nous aidez pas, on va partir. » Et ils partent, même si on les aide. Voilà. Moi, ce que je dirais, c'est que la fiscalité du point de vue des travailleurs... Il aurait dû être alloué à qui? Je sais pas, à l'hôpital, au service public, au logement, à tout ce qui est utile à la collectivité, aux écoles. Il faut tordre le cou à un canard. Ce n'est pas la ville. On est d'accord. Mais nous, quand on paye... qui finance l'hôpital, ni la ville, ni la communauté. D'accord, mais à aucun moment, la commune, elle s'oppose à ces choses-là et elle dit, voilà, ça pourrait être un instrument pour se battre, pour dire stop à être ceux qui sommes bons à payer, à faire en sorte que les plus riches s'enrichissent. C'est tout le temps ça. Nous, question de fiscalité, je voudrais dire un truc, c'est que les travailleurs
travailleurs, ils n'ont aucun choix. La fiscalité, ils la subissent. Ils payent tout le temps. Ils sont contrôlés tout le temps. Ils payent Non, moi, je parle juste de notre point de vue de travailleur. Et qu'on soit un travailleur qui un locataire, il ne paye plus de fiscalité locale. Il paye la TVA, il paye les impôts sur le revenu. De manière indirecte sur le loyer. Et il paye de manière indirecte sur le loyer. Ça impacte le loyer. Voilà, exactement. Les loyers augmentent. C'est souvent ce qui se passe. Tout le monde répercute sur... les entrepreneurs, ils font ça tout le temps. Ils répercutent les hausses des matières premières, ils répercutent les hausses de l'énergie. Ben voilà, c'est ce que dit la petite boulangère à ma mère qui dit va falloir que je mette la baguette à 1,10 € parce qu'il faut bien que je me récupère quelque part. Mais ma mère, elle se récupère où avec sa retraite à 800 €? Et si elle se récupère où? Elle va où, votre maman, pour aller chercher son pain? Mais de toute façon, nous, on n'a pas le choix. On n'a aucun moyen de peser. Donc, la seule chose qu'on a comme moyen, c'est de faire une force collective pour dire ça suffit. Ça suffit d'être ceux qui payons. Ça suffit d'être ceux qui sommes contrôlés tout le temps. Moi, ma feuille d'impôt, elle est pré-remplie. J'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Je clique, c'est fait. Je suis prélevé avant même d'être payé. Je termine. Que vous ayez le temps de vous exprimer. Et du coup, nous, on dit il faudrait qu'on contrôle où va tout l'argent qu'on paye sans cesse. Les 270 milliards d'euros qui ont été versés à fonds perdus à des entreprises qui sont richissimes. Encore une fois, il a raison, il y a 145 milliardaires qui se sont plus qu'enrichis ces derniers temps. Et en général, toutes les formes de gouvernement, elles sont là pour nous expliquer que nous, il va falloir qu'on se serre la ceinture d'un cran de plus, alors que la ceinture, c'est déjà nous qui l'avons fabriquée. Madame Albin. Juste un dernier mot sur la CFE, s'il vous plaît. Pas d'augmentation de la CFE pour les 6 prochaines années, c'est clair. Ok. Là, on parle de la cotisation foncière des entreprises. Nous sommes d'accord. Parce qu'il y avait beaucoup de commerçants qui se sont exprimés dans notre quand vous discutez avec les commerçants, on y reviendra après. Monsieur Buisson. Oui, il n'y a pas d'augmentation de la CFE programmée. Très bien. Pour les 6 ans ? Pour les 6 prochaines années ? Je le redis, il n'y a pas... Il n'y a pas d'augmentation de la CFE programmée pour les 6 ans. Il faut s'engager, monsieur Buisson. Non, il faut s'engager, mais vous ne... On ne peut pas laisser, si vous voulez... Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux pour l'économie. Un chef d'entreprise, il a besoin d'une vision. Oui. Une vision à moyen terme. Oui. Et c'est d'ailleurs la problématique d'aujourd'hui. S'il y a tant de difficultés que ça, si les entreprises n'embauchent plus, c'est parce qu'il n'y a pas de visibilité à moyen terme. Alors, d'abord, il n'y a aucune entreprise qui a quitté le territoire de Libournais. Il y a des dépôts de bilan. Il n'y a aucune entreprise qui a quitté le territoire de Libournais à cause de la fiscalité. Et il n'y a pas de dépôt de bilan à cause de la fiscalité. Je vous dis les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent venir sur le territoire de Libournais, beaucoup plus que d'ailleurs de fonciers capables de les accueillir. Ça, et j'espère vous avoir, si je gagne, à mes côtés pour soutenir. Moi, je soutiens comme on l'a fait avec toutes les mesures qui sont favorables. Ce que dit le bloc, on va dire, à la gauche de la liste que je représente, effectivement, les collectivités sont tondues aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais on le déplore tous. Qu'il s'agisse des communes ou qu'il s'agisse des intercommunalités. Et c'est une réalité. Et parfois, il faut qu'on compense. C'est pour ça que de dire il faut s'engager pour les 6 ans qui viennent. Vous savez ce qui va se passer à la présidentielle dans un an? Non. Et vous savez à quelle sauce les collectivités... Aujourd'hui, ce que vous savez, c'est comme moi, c'est que vous ne savez pas. Non, ce que je sais, moi, c'est que si on prend un ménage, le ménage, il a son budget, il ne va pas au-delà. Les entreprises, là, monsieur. Non, mais pour la taxe foncière, le ménage, il a son budget, il ne va pas au-delà. Il gère avec. Une entreprise, elle a son chiffre d'affaires et elle ne va pas au-delà. Elle ne va pas aller augmenter ses prix pour dire je vais compenser la hausse de fiscalité. Ça ne marche pas dans la vraie vie, monsieur Buisson. Donc pas d'augmentation de CFE. Donc c'est important de donner une visibilité. Il faut des aménités pour les entreprises. Il faut que les entreprises viennent sur le territoire du Libournais. Et elles viennent. Et c'est ça qu'il faut. Et là, je partage en fait cette analyse. En fait, ce n'est pas l'augmentation de la fiscalité qu'il faut. C'est l'augmentation de l'activité économique qui, elle, va faire des rentrées fiscales supérieures. Absolument. Et là, on n'aura pas besoin d'augmenter la fiscalité. Et c'est ça qui devrait vous occuper le plus. Le taux de chômage a baissé. On est passé de 8% à 7,3% en 6 ans sur Libourne. Économique.
Non, moi, ce que je dis, c'est pas un problème technique. C'est pas un problème technique. J'ai abordé ce problème des 250 milliards qui ont été volés aux collectivités, c'est un problème politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudra effectivement mettre un terme à cette situation. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à arroser le patronat sous diverses formes, comme ça a été fait par les gouvernements de droite, comme les gouvernements de gauche. Et c'est pas ceux qui ont créé le problème qui vont résoudre le problème. On a compris que vous étiez tous d'accord sur ces 200. Peut-être que vous irez manifester tous ensemble. De toutes les certitudes, la plus sûre, c'est le doute. Pas moi. Je dis bien, de toutes les certitudes, la plus sûre, c'est le doute. Merci. Et donc, ce qui se profile devant nous, effectivement, on ne peut pas, je dirais, dire on va tout bloquer, on ne va pas augmenter, etc. On verra en temps et en heure. Je pense qu'on est déjà réfléchi, nous, et on verra comment on évolue. Je peux juste ajouter une chose, c'est que quand on a entendu les paroles du général Mandon qui ont choqué beaucoup de gens, il va falloir se préparer au risque de perdre des enfants, il a ajouté « et de souffrir économiquement ». Il s'adressait au congrès des maires. Et donc, il leur demande de répercuter ça, c'est-à-dire de faire en sorte que les maires apprennent à leur collectivité à souffrir économiquement parce que le budget militaire, il a doublé en ce moment. Et que c'est ça qui va coûter beaucoup à l'État, en plus des 270 milliards d'euros pour les patrons. On va parler de sécurité maintenant. Donc ça aussi, c'est un autre thème central de ces élections municipales de manière large. Ici, sur la commune de Libourne, plus de 200 caméras dans la ville, une police municipale bien dotée. Et pourtant, à Libourne, sur ce sujet, il est encore là dans cette campagne des élections. Avec quel budget, pour quelle position chacun des candidats, vous allez pouvoir nous le dire. Alors, les indicateurs de la délinquance sur la ville de Libourne, ils sont en baisse de manière générale. C'est ce que dit le contrat de sécurité intégré au 30 septembre dernier. Par rapport à 2024, atteinte volontaire à l'intégrité physique, vol avec violence, cambriolage de résidence principale. Tout est en baisse, à l'exception des violences intrafamiliales et du trafic de stupéfiants, notamment le développement du trafic de cocaïne. Alors, face à ce constat qui est quand même bas, on a un sentiment d'insécurité malgré tout lorsque nous, on est allé interroger les Libournais qui s'expriment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est lié à un dysfonctionnement, on va dire, des effectifs qui sont déjà là, du déploiement, ou est-ce qu'il faut renforcer encore ces effectifs? Monsieur Buisson, je vous donne la parole là-dessus. Oui, vous avez raison de poser la question comme vous l'avez fait, c'est-à-dire objectivement. D'abord, on débat sur des vrais chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur. Ça, au moins, donc ça baisse. Qu'est-ce qu'on peut demander à un maire? La sécurité, c'est le régalien. C'est l'État qui doit sécuriser partout sur le territoire. À Libourne, c'est la gendarmerie et nous travaillons bien avec la gendarmerie. J'ai été le premier territoire en France à signer un contrat de sécurité intégré, c'est-à-dire une vraie coopération. Parce que maintenant, on est dans une coopération, une production des enjeux de sécurité entre les villes et l'État. Ici, la gendarmerie. Qu'est-ce qu'on peut demander à un maire? C'est effectivement d'avoir une police municipale. J'ai augmenté les effectifs. Elle est quasiment aujourd'hui 24 heures sur 24. La police municipale, j'ai été la première commune de Gironde de cette taille à créer une police municipale de nuit, avoir une brigade cynophile, avoir 200 caméras de vidéosurveillance. Hier, j'entendais sur les antennes de France Télévisions un reportage sur Angoulême. Angoulême, c'est 80 000 habitants à peu près, c'est 80 caméras. Libourne, c'est 200 caméras et 425 flux. Ce sont les flux qui comptent, parce qu'une caméra, quand elle fait un coin de rue, elle prend les 3 rues. Donc vous êtes plutôt bien doté. Donc on est franchement bien doté, on a une police municipale, on a un contrat de sécurité intégré, on a un centre de supervision urbain nouvelle génération, on a des caméras à peu près partout, et on a une insécurité qui baisse. Est-ce que c'est satisfaisant? La réponse est non. Il y a trop d'insécurité. Il faut se battre sur tous les ballons, et en matière d'insécurité, il faut toujours agir. Il faut agir sur l'errance, il faut agir sur la petite délinquance, il faut agir sur les agressions de rue, sur les interpellations. Alors, agir ne veut pas dire renforcer le dispositif. Ça veut dire renforcer le dispositif. Dans ce mandat, on a dépensé 13 millions d'euros sur la sécurité. J'avais prévu dans mon programme il y a 6 ans de dépenser 10. J'ai fait 3 millions de plus. Mais on va poursuivre, on va continuer à mettre une douzaine de caméras supplémentaires par an, c'est-à-dire à peu près
une petite centaine dans le prochain mandat. Dans les faits qui nous sont rapportés, j'allais dire, sur l'insécurité, il y a aussi beaucoup d'incivilité, et notamment le harcèlement de rue. Oui, le harcèlement de rue est très dur à qualifier. C'est ce qui refait ce ressenti. Et c'est un irritant absolu. L'État a été cité. Oui, c'est un irritant absolu et permanent, notamment de la gente féminine. Quand une jeune femme, ou une dame, descend la rue et se fait interpeller, et vous voyez bien les mots d'oiseau qui peuvent être celles qu'elle subit, c'est une vraie agression. Or, qualifier le harcèlement de rue, c'est compliqué, parce qu'une caméra de vidéo prend la vidéo, mais n'a pas le droit de prendre le son. Donc, en dialogue avec le procureur de la République, je souhaite que Libourne soit un laboratoire. Le procureur l'a accepté. On va essayer de piéger les harceleurs de rue. Quelqu'un qui vous dit quelque chose d'inconvenant à une jeune femme devra être poursuivi et condamné. Mais, concrètement, comment vous faites ? On filme. On filme et on piège. Mais on filme avec quelque chose qui prend le son, c'est-à-dire ça s'appelle un téléphone portable. C'est la police municipale qui filme ? Non, on verra. On va piéger les harceleurs de rue. Je l'ai déjà dit. Vous allez avoir une brigade ? On va avoir des complices qui vont suivre des jeunes femmes sans uniforme et qui vont piéger les harceleurs de rue. Parce que ça, c'est un irritant. Il y en a d'autres irritants, mais ça, c'en est un très, très, très grave. Donc vous êtes d'accord que, mis à part les chiffres de l'insécurité qui ont un peu baissé, on a quand même un grand sentiment d'insécurité. Vous venez de le développer, vous venez de proposer des mesures. Et donc, c'est pas utopique, c'est pas de l'invention. J'ai jamais minoré. Alors, je suis un maire assez pragmatique en matière de sécurité. C'est très bien. Alors, je voulais juste rappeler en fait que ça fait un petit moment qu'on est tous les deux au conseil municipal d'ailleurs, et que l'augmentation des moyens de la sécurité, c'est quand même aussi beaucoup grâce à l'opposition. Si on revient au début, la pression a été mise depuis très longtemps pour vous pousser, notamment... C'est vrai, si, vous voulez pas le reconnaître, mais c'est vrai. Puisqu'au départ, vous n'étiez même pas tellement pour les caméras. Non, c'est pas vrai. Gilbert Mitterrand n'était pas favorable. Mais vous, pas trop. Je suis élu en 2011, et la fin de mon mandat, la première décision, la décision d'autorité qui est la mienne, c'est de créer de la vidéoprotection, là où Gilbert Mitterrand... Parce qu'on a été sans arrêt à pousser dans ce domaine-là. C'est bien aussi de reconnaître... Non, mais c'est pas parce que vous dites quelque chose de juste... C'est bien de reconnaître que l'opposition peut avoir un impact sur le politique. C'est pas parce que vous dites quelque chose de juste que je vais dire que c'est injuste. Voilà. Donc je pense que... Non, mais ça, c'est important de le souligner. On a toujours été dans cette... J'étais d'accord avec vous. Très bien. J'en prends note. Donc, alors, nous, la sécurité, pour qu'on effectivement on arrive à juguler ces problèmes, ces fameux sentiments de sécurité, les personnes qui peuvent ennuyer d'autres personnes qui se baladent tranquillement ou qui veulent aller prendre un verre ou manger le soir, les effectifs actuels sont insuffisants pour nous. Nous, on prévoit de les doubler. Pas simplement pour dire on les double et on met 20 policiers de plus, c'est pas ça. C'est que nous, on souhaite que le centre de supervision urbain, on puisse visionner en direct les caméras 24-24. Oui, à 3 heures près, on le fait. 24-24. Donc, ça nous oblige, bien sûr, avec les roulements, avec les congés, avec tout ce qu'on veut, à un effectif conséquent. De plus, on souhaite qu'on ait des policiers municipaux vraiment sur le terrain. Ils y sont. Ils y sont, mais pas tout le temps. On les voit pas suffisamment. Intervenant avant la gendarmerie. On les voit pas suffisamment. Voilà, on ne les voit pas suffisamment. Il faut qu'on ait plus de brigades à pied. On les voit souvent en voiture, c'est vrai, mais on souhaite qu'ils soient beaucoup plus souvent à pied, à vélo aussi. Et grâce à cette supervision 24-24, 7 jours sur 7, qu'on puisse être proactif justement sur des débuts de problématiques, qu'on puisse envoyer les équipes sur place. Et dernier point, juste avant peut-être votre question, la problématique du trafic de stupéfiants est une problématique vraiment très importante. En France. En France, mais aussi à Libourne. Oui, que Libourne. Parce que Libourne est en France. C'est pas la police nationale de si, mais si vous voulez, nous, on est bien obligés de pallier à certains manques. Je veux dire, on va pas dire c'est du régalien, donc on fait pas. Non, pas du tout. On a le maire a un rôle pour assurer la tranquillité publique. Oui, mais c'est pas un shérif. Certes. Donc, si vous voulez, on a besoin d'effectifs, on a besoin de renverser la vapeur et que les personnes délinquantes, dealers, voient que Libourne, ça devient compliqué pour eux. Un doublement de la police municipale, donc en termes d'effectifs, c'est quand même une très grosse pression portée sur le budget de la commune. Alors, c'est un budget d'environ 1 million, entre 1 million... Non, 1,5 million. Non, doublement, 1 million ou 1,5 million. Oui, c'est ça. Le coût de l'équipement... Non, mais ça dépend. Il y a une fourchette. C'est entre 55 000 et 70 000 euros, le coût d'un policier municipal équipé. Non, mais aujourd'hui, le coût, c'est 1 600 000. Nous, on assume... Donc, enfin, ça varie. Ça Notre budget, c'est... On fera donc
une compensation avec la suppression de postes, d'ailleurs que vous avez proposé. Vous proposez la suppression de 30 personnes. Oui, mais ça, c'est juste pour permettre de ne pas augmenter la fiscalité, donc nous, justement. Non, je pense que quand vous peut aller augmentez au-delà. d'1,5 million, vous pouvez pas on fera des le choix. faire sans On fera des augmenter la choix. fiscalité. Ça, c'est de la gestion. On fera des choix pour justement... C'est du politique, hein. Mais c'est de la gestion, bien sûr, suite à une décision politique. Mais nous, notre vision, elle est claire là-dessus. Il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité, je vous l'ai déjà dit. Et donc, on sera amené à faire des choix en termes d'effectifs. Dites lesquels. Mais Parce que pour économiser 2 millions par an... Sécurité. Oui, pour nous, c'est le préalable, si vous voulez. C'est-à-dire, sans sécurité, on ne peut pas bâtir notre projet que l'on a évoqué. C'est vraiment le préalable. Et à partir de ce moment-là, vous savez que quand une ville devient plus dynamique, quand une ville devient, on va dire, plus attractive, encore plus attractive, ça, on a automatiquement des retombées économiques qui permettent aussi d'augmenter nos recettes fiscales. Vous voyez, c'est un cercle vertueux que je veux insuffler. Monsieur de Roland, sur cette question de la sécurité. L'insécurité a baissé entre 2025 et 2024, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2023 et 2024, elle avait aussi augmenté. Donc on est quasiment revenu sur un palier 2023. Si, on était à 1750 infractions en 2023. Non, les chiffres, c'est septembre 2023 et septembre 2025, pour être tout à fait... Et en 2024, on était à 1800. Mais vous lisez votre tract, alors que moi, je lis le ministre de l'Intérieur. Non, mais moi, je lis aussi ce que j'ai récupéré, comme vous, les informations de l'Intérieur. Non, c'est ce qui a été dit par madame. D'accord. Très bien. Alors, concernant justement ce problème d'insécurité, effectivement, je rejoins M. Gigot sur un développement de la police municipale, c'est-à-dire augmenter aussi les effectifs, alors peut-être pas les doubler, non, mais au moins augmenter de 6 policiers municipaux et 2 ASVP pour justement les amendes, et après ramener une personne en plus pour la visiocaméra, avec de l'intelligence artificielle, justement. Ça existe. On a été la première ville de France. Mais l'intérêt un petit peu plus soutenu, on va dire. Et derrière, avoir une brigade motorisée. Donc, vous proposez aussi une brigade motorisée et renforcement aussi de la brigade canine. Brigade moto, je crois, parce que sinon, ils sont motorisés. Oui. Brigade moto, vous voulez dire. Oui, brigade moto. Donc, voilà. Ensuite, au niveau du développement des caméras. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a 200 caméras, il y a 360 flux sur Libourne. Là, il va falloir 425. Pardon ? 425. Merci. Il va falloir, si vous voulez, donc développer 150 caméras étalées sur 6 ans, mais pas que sur les grands axes principaux, mais justement s'atteler un petit peu aux quartiers, parce que les quartiers sont un petit peu délaissés. Il y a quand même pas mal de quartiers qui sont délaissés, là où ont lieu quand même pas mal d'incivilité, là où ont lieu aussi les cambriolages, parce que les cambriolages se font pas dans les quartiers. Ils ont baissé. Pardon ? Ils ont baissé. Oui. Ils ont baissé, oui, beaucoup. Effectivement. Moins 24%. Alors, ils ont baissé parce que les lumières se sont éteintes. La nuit, c'est très bien. Mais à partir de là, quand il n'y a plus de lumière, on ne sort pas. Oui, vous avez réduit quand même les lumières de la ville à partir d'une certaine heure en fonction des quartiers. Oui, enfin, j'ai remis la lumière. Mais si vous me dites maintenant que c'est le fait d'éteindre les lumières qui fait baisser les cambriolages, j'ai entendu tout le contraire pendant des mois et des années. Non, je ne parle pas des cambriolages. Je parle simplement des agressions. Voilà. Juste une précision, peut-être avant de leur laisser la parole. Oui. Juste une petite précision. Concernant la police municipale, M. Buisson, vous souhaitez embaucher quand même 2 policiers municipaux, mais à partir de quand ? Supplémentaires, plus rapidement possible. D'accord. Oui. Parce que dans le rapport d'orientation budgétaire que l'on a présenté il n'y a pas longtemps, il est noté pour 2026 aucune augmentation de personnel. Oui, là, alors ça ne correspond pas. Non, mais quand vous avez dit vous-même que j'allais supprimer ou ne pas remplacer mais des départs à la retraite. Aucune augmentation, c'est pas un remplacement, c'est aucune augmentation de personnel. Ça a été noté dans le rapport d'orientation budgétaire. C'était le rapport d'orientation budgétaire de pour la majorité sortante. D'accord, donc et dans la majorité, les arbitrages, vous avez changé entre le rapport et maintenant. Sont faits. Non mais vous-même, vous n'allez pas recruter. C'est pas sérieux. Vous n'allez pas recruter des policiers municipaux dès le mois d'avril. Bon, donc, et puis la nouvelle majorité fera ses choix. Enfin, franchement, venir me chercher là-dessus. Donc là, on c'est quand même un signal fort. Donc, le rapport d'orientation budgétaire est quand même un signal fort. Et les 3 de la majorité sortante. Mais donc de vous. Les effectifs. Et ça va encore plus loin que ça, avec une tolérance zéro au niveau des incivilités. Rodolphe, aujourd'hui. Guillaume ne l'a pas voté. Monsieur. Oui, mais pour l'instant, il n'est pas élu. Non, c'est pas ça. Si on me laisse parler, je vais pouvoir dire quelque chose. Sur ce constat, faut-il augmenter les effectifs de la première chose que je voudrais dire, personnellement, la première chose que je voudrais dire, c'est que Libourne est une belle ville populaire avec une très belle mixité. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Il n'y a pas de délinquance à tous les coins de rue à Libourne, c'est faux. C'est pas Chicago, c'est ça ? Ce n'est pas Chicago. Il faut arrêter avec ça.
voir la population de Libourne, voir notre jeunesse et voir nos émigrés que par le prisme de la délinquance, de la vente de drogue, etc., c'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu me laisses parler, s'il te plaît? Vous me laissez parler. Non, tu me laisses parler. Si tu me coupes, je te dirai tu. Tu me laisses parler. Monsieur Moget, allez-y. Donc, voir la population, la jeunesse, les émigrés, par le prisme de la délinquance, de la vente de drogue, de la fainéantise, etc., je dirais c'est faire injure à la population. Moi, je n'accepte pas ça. Ça fait 60 ans que je suis à Libourne. Je suis parti, je suis revenu, etc. Je suis revenu pour des affaires intimes. C'est pas le problème. Je suis depuis 60 ans à Libourne. Je n'ai jamais eu le problème dans Libourne. Je n'ai jamais eu le problème. Je vais au lac des Daguets, j'y passe la moitié de mon été au lac des Daguets. J'ai mangé avec des Kurdes. J'ai été invité par les Maghrébins à boire le thé. On n'a jamais de problème. Il y a quelques problèmes marginaux, naturellement. Il y a quelques excès par-ci, par-là. Il n'y a pas de problème de délinquance à Libourne. Et donc, moi, je dis qu'il faut trouver une place à tout le monde à Libourne. Et je suis contre le fait, effectivement, je suis étonné que les trois candidats soient dans le même panier, je dirais. Il faut une surenchère sécuritaire. Non. Je suis contre ça. Je suis absolument contre ça. Je pense qu'on ne peut pas créer un climat anxiogène permanent. Comme le disait Machiavel, celui qui maîtrise la peur des gens, maîtrise leurs âmes. Je suis contre ce climat anxiogène que l'on est en train de semer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit ça, effectivement, on pave le voie du Front National, des fascistes. Je suis contre ça. Donc, nous, notre point de vue, c'est qu'il faut, d'abord, il faut éviter que l'on supprime 30 emplois à Libourne. Donc il faut moins de policiers, il faut plus de travailleurs sociaux, il faut plus de psychologues, il faut plus d'éducateurs sportifs, il faut plus de travailleurs sociaux dans les quartiers. C'est par l'éducation, c'est par l'attractivité, je dirais, culturelle, c'est par l'attractivité sportive, c'est par l'attractivité associative que l'on arrivera à faire corps avec la population, que l'on arrivera à élever. Mais non policière. Comment? Sur Libourne. Présence sur le terrain, mais non policière. Voilà. Alors par contre, ce que je voudrais dire quand même à ces messieurs qui sont dans la surenchère, s'ils ont un excès de caméras à déposer, mais qu'ils la mettent derrière Sarkozy, qu'ils la mettent derrière Mme Le Pen, qu'ils la mettent derrière M. Cahuzac. Et M. Mélenchon. Ah oui, bah bon, pourquoi? Et vous pouvez me dire pourquoi, monsieur? Et vous pouvez me dire pourquoi? Là, vous élargissez un peu trop loin. Non, je vais pas loin. Qu'ils les mettent derrière ceux qui montrent un exemple absolument déplorable à la jeunesse et à la population de ce pays. Ils sont condamnés devant les tribunaux. Ils volent dans la caisse. Et il ne faudrait pas mettre des caméras derrière eux? Donc ils sont dans les tribunaux. Donc ça veut dire que la justice a fait son travail. Oui, mais elle a fait son travail, mais l'exemple qu'il donne à notre jeunesse. C'est quel exemple qu'il donne à notre jeunesse? C'est un exemple détestable. C'est un exemple détestable. Et on voudrait mettre des caméras derrière les jeunes qui sont mignons comme tout? Monsieur Moget, oui. Vous recrutez, mais quel type d'emploi? Vous nous les avez cités. Allez au bout de votre idée. Je recrute des éducateurs. Je recrute des animateurs sportifs, je recrute des assistantes sociales, je recrute un policier de proximité dans chaque quartier. J'en mets entre 4 et 5 dans chaque quartier. Je divise la ville en 6 quartiers, j'ai 30 emplois. Et donc ces 30 emplois, c'est ceux que je ne vais pas, j'irai supprimer sur la ville de Libourne. Et je rétablis une paix sociale sur Libourne. Je rétablis une harmonie entre les êtres sur Libourne. Et il n'y aura plus de problème. On n'a pas besoin d'une surenchère sécuritaire. C'est absolument détestable de faire ça. Est suffisant pour vous? Comment? Le dispositif existant est suffisant. Il est même de trop, on peut faire des économies. Pourquoi mettre une caméra pour 118 habitants? Mais enfin, c'est orwellien ce truc-là, c'est complètement absurde. Madame Alba. On n'a pas besoin de ces dépenses folles, je dirais, pour la sécurité. En tout cas, moi je dirais que s'il y a des problèmes d'insécurité, c'est aussi parce que la société aujourd'hui, elle s'enfonce dans la crise, dans le chômage. La première insécurité, c'est celle de l'emploi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent à se dire qu'est-ce qui va m'arriver demain, comment je vais m'en sortir, je ne vais pas pouvoir payer mon loyer, je peux pas faire mes courses, je peux plus partir en vacances. Voilà, là c'est cette insécurité-là, moi que j'aimerais bien qu'on arrive à combattre. Et c'est sûrement pas avec des caméras, avec des policiers armés, parce qu'ils ne vont jamais s'attaquer aux vrais responsables de l'insécurité qui est créée, c'est celle de l'accumulation des profits d'un côté et avec des salaires qui stagnent, des prix qui augmentent. Là, on a vu à peine les premiers missiles tirés sur l'Iran et directement, le carburant, il prend 20 centimes. Et pourtant, beaucoup de politiciens ont dit « Ah non, c'est que quelques centimes, c'est pas beaucoup. Tout va bien, il y a tout ce qu'il faut. » Et on va même être vigilant pour vérifier que certains ne profitent pas de... Mais ils ne vérifient rien du tout. Il y a plus que 20 centimes d'augmentation du carburant. Alors du coup, ça va entraîner de l'augmentation pour tout, parce que le carburant, il est à tous les endroits de la production. Donc,
On est sous le coup de cette insécurité-là, nous. Et nous, on dit il faut que tout le monde ait un emploi avec un salaire digne et il faut que les salaires soient indexés sur les prix. Quand les prix augmentent, il n'y a pas de raison que ce soit les travailleurs qui subissent tout le temps. Quand il y a des richesses qui explosent, et là, il y en a, tout va bien pour les milliardaires. Ça ne ruisselle pas du tout pour les travailleurs. Et quand il y a une crise qui s'annonce, à qui on la fait payer ? Aux travailleurs. On les menace de chômage et quand ils sont au chômage, on les menace de pauvreté parce qu'on leur dit on va aller vous suivre partout pour que vous soyez obligés d'accepter n'importe quel emploi comme si on les condamnait eux, alors que ce n'est pas des responsables du chômage, c'est des victimes. Votre axe majeur, ce serait l'attractivité économique, se faire en sorte d'emplois sur Libourne pour réduire ce sentiment. Alors sûrement pas en aidant les entreprises, ça ne marche pas du tout comme ça. En tout cas, nous, on se dit, on va être un point d'appui. Sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. Oui, et sans travailleurs, il n'y a pas d'entreprise. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes bien d'accord. Non, mais il n'y a pas besoin des patrons, il y a besoin des travailleurs. Monsieur de Roland, les seuls qui fonctionnent, vous êtes un peu en retard sur le temps de parole, du coup. Dites-moi. Je redonne la parole sur cette thématique pour que vous Je termine juste ma phrase. Les seuls qui font fonctionner les entreprises, et ils l'ont toujours montré, même pendant le Covid, c'est les travailleurs. Moi, j'ai vu des entreprises qui étaient désertées par leur direction et qui n'ont jamais autant produit que pendant le Covid. Ça marche très, très bien. Monsieur de Roland. Donc, le monde utopique que nous présente M. Moguet, il est très joli, mais là, c'est un dessin animé, c'est ça utopique. Je vais dans une ville où on met des éducateurs, on met tout et tout se passe bien, mais ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous êtes interrogé ? Est-ce que vous avez parlé avec la population ? Est-ce que vous avez parlé avec... 60 ans, je parle avec elle. Non, mais avec des jeunes filles. Rassurez-vous. Non, mais je sais pas, aussi. On ne vit pas dans la même ville, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est une ville qui est atroce, loin de là même, c'est une très belle ville. C'est une ville... mais pas la population. Mais pas la population. La population est ignorante. Mais là, il faut lui mettre une caméra derrière chaque individu. Moi, j'ai des amis de tout. C'est bien, je vous félicite. Mais c'est pas pour autant que je les incrimine ou quoi que ce soit. J'incrimine pas une catégorie de personnes. La seule caméra que vous voulez pas mettre, c'est derrière Mme Le Pen qui a été condamnée pour 8 millions de détournements. Mais il y a des déclinaisons nationales sur le municipal. Il y a toujours une déclinaison nationale. Dans les rues de Libourne, vous avez un sentiment d'insécurité. Vous, à partir d'une certaine heure, alors moi non, très sérieusement, moi personnellement, non, parce que je suis un homme, mais c'est vrai qu'une jeune fille aujourd'hui, à 22h, mais je parle avec les gens, je sors beaucoup, et on peut ressentir justement ce côté-là, où les jeunes filles, les femmes, peu importe d'ailleurs, elles me disent, mais on n'est pas à l'aise pour autant, et il est vrai que avoir cette sécurité supplémentaire, ce nombre de caméras, ce nombre de policiers ou même qui... une brigade en civil, exactement, pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Vous savez, même pour avoir votre sentiment là-dessus. L'ancien leader du Rassemblement national, qui était au conseil municipal, a été condamné en première instance, il a fait appel, donc... peut-être sera-t-il... Non, a été condamné pour agression sexuelle, vous voyez. Donc, oui, comme quoi vous voyez, il y a parfois même des... Donc, vous m'accusez d'agression sexuelle, c'est ça ? Ah, pas du tout, non. Ah bah c'est le sentiment que j'ai. Non, c'est que parfois, il faut balayer devant sa porte et parmi ses amis. Non, mais alors c'est pas mes amis déjà, il va pas... Le Rassemblement national, c'est quand même en gros sur votre... Lisez, soutien. C'est déjà beaucoup. C'est trop pour nous d'ailleurs. Messieurs, moi, je suis pas rattaché à votre syndicat, monsieur. Ah, mais non, j'ai pas dit ça. Je vous propose d'arriver à la dernière séquence de ce grand débat. Donc, c'est un projet, une mesure en 1 minute. Et là, vous allez pouvoir vous exprimer chacun à votre tour sans contradiction. Monsieur Moguet. C'est notre carte blanche. Donc là, vous pouvez soit vous adresser à nous, soit vous adresser à la caméra et à vos concitoyens. Voilà, vous avez 1 minute sur votre grand projet. Ça va faire juste. Je vous ferai signe, parce que c'est vraiment chronométré. Donc j'essaierai de vous donner le même temps de parole à tous. Donc je voudrais expliquer, Libourne s'engage pour la paix. Je voudrais expliquer effectivement pourquoi nous nous sommes engagés sur ce mot d'ordre. C'est pour, je dirais, éclairer la population sur le fait que Macron a dit la France rentre en économie de guerre, l'Europe a dit on rentre en économie de guerre, il faut mobiliser 1 000 milliards pour l'économie de guerre. Et le plus inquiétant, c'est que le général Mandon, chef d'état-major des armées, a dit devant le congrès des maires, il a dit une chose qui est
qui est absolument terrifiante. C'est-à-dire, il a dit il faut que les Français s'apprêtent à perdre des enfants et fassent des sacrifices économiques très importants. Et donc, il y a une déclinaison communale dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il a demandé aux maires de se faire le relais d'une politique de guerre, d'une politique guerrière sur leur commune. Et la traduction, je dirais, la traduction concrète, je dirais, aujourd'hui, c'est les classes défense. Aujourd'hui, il y a des classes défense. Les classes défense, c'est carrément de la propagande guerrière dès le primaire, dans les écoles primaires. Et il y en a même une dans le lycée à Maclender. Et il y a c'est fini ? Allez-y, terminez juste votre... Et donc le problème, il est aussi qu'il y a des directives qui ont été données aux maires, qu'il faut qu'ils préparent les communes, effectivement, au déploiement des troupes, faire les états des lieux de leur commune, etc. Donc il y a tout ça, ça se met en place, effectivement. Et nous n'acceptons pas cette situation, parce qu'on doit offrir autre chose à la jeunesse et à la population que la guerre. Je vous remercie. Philippe Buisson. Ça fait court, là. Ma carte blanche, c'est de continuer de donner du bonheur aux Libournais. Depuis plusieurs années, j'ai dit que Libourne s'était révélé, mais parmi ces révélations, il y a son rayonnement à travers des grandes manifestations publiques. La fête de la Confluence, l'arrivée du Tour de France, qui coûte rien ou quasiment rien à la collectivité, parce que ce sont des partenaires qui financent. C'est les fêtes de fin d'année, plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont venues rue Gambetta pendant les fêtes de Noël et pour incarner Libourne, ville secrétariat mondial du Père Noël. C'est du cinéma en plein air dans tous les quartiers, c'est Festar, voilà. Et un projet politique, c'est aussi amener tout simplement du bonheur aux Libournais, ce qu'on a su faire au cours des 6 dernières années, et ce que je promets de continuer à faire dans les 6 ans qui viennent, parce que ce n'est pas la moindre des promesses qu'il faudra tenir. Madame Albin ? Alors voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que la liste que je présente à l'élection municipale, c'est pas une liste de politiciens et de notables, c'est une liste de travailleurs, d'ouvriers de la vigne, d'agents hospitaliers, d'enseignants, de gens qui sont au chômage, à la retraite, des travailleurs handicapés, des mères au foyer, des agents de quai, des assistantes administratives, des animatrices, des accompagnatrices d'enfants, voilà. Et nous, on se dit que ce qui marquerait la commune, ce serait d'envoyer au conseil municipal des femmes et des hommes qui vivent les difficultés et les préoccupations des travailleurs et qui pourraient affirmer qu'aujourd'hui, il faudrait rejeter tout ce qui est le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, tout ce qui divise les travailleurs. Nous, nos ennemis, ce sont les capitalistes qui se gavent et qui dressent les peuples les uns contre les autres et qui nous envoient dans des guerres incessantes qu'on commence à subir déjà maintenant par l'augmentation des prix et par les choix que vont devoir faire les maires qui seront élus. Alors nous, on dit que les travailleurs, ils bâtissent cette société tous les jours. C'est eux qui font tout tourner. Et pour ça, ils n'ont pas besoin de patrons, ils n'ont pas besoin de politiciens qui leur expliquent comment ils vont devoir se priver un peu plus, mais ils ont besoin de se battre pour pouvoir répartir le travail entre tous sans diminution de salaire, pour indexer les salaires sur les prix et aussi pour préparer les luttes qui vont être nécessaires pour reprendre toutes ces richesses volées par les milliardaires et qui font que la vie aujourd'hui, elle s'aggrave pour les travailleurs. Merci. On va voter lutte ouvrière. Daniel de Roland. Oui, alors moi, il sera plutôt d'ordre économique. Économique dans le sens création d'un palais des congrès qui amènera justement une économie au niveau de la ville, de l'emploi aussi. Donc, cette création de palais des congrès, aujourd'hui, c'est ce qui manque réellement sur Libourne. On n'a pas de lieu réel pour accueillir des professionnels sur des périodes de 2-3 jours sur lesquels on peut avoir des congrès. C'est 300-400 personnes hebdo qui bénéficieront justement, qui feront découvrir en même temps, à qui on fera découvrir la ville, ça sera aussi 300-400 personnes sur 2-3 jours au niveau des nuitées d'hôtel, ça sera 200 à 300-400 personnes par jour au niveau de la restauration. Donc ça va créer de l'économie, ça va donner à Libourne justement une petite bouffée d'oxygène à ce niveau-là. Alors 1 minute, c'est court. Ouais. C'est court pour la carte blanche. Nous, vous avez dû le voir, on a vraiment un projet culturel important avec la création de notre salle de spectacle qui fera aussi, bien sûr, salle de congrès, une salle modulable d'environ 1000 places qui manque à Libourne. Et d'ailleurs, on a communiqué, on a fait des visuels IA que vous avez su mettre en évidence. Ça a été vu par à peu près 140 000 personnes
ce qui n'est pas rien pour notre bassin de vie, avec à peu près 70 000 personnes différentes qui l'ont vu. Donc ça montre qu'il y a quand même un intérêt à cette proposition. Une salle de spectacle qui ne coûtera rien non plus aux Libournais en termes de fonctionnement, en termes d'investissement qui sera comprise dans notre budget global d'investissement qui sera situé entre 55 et 60 millions d'euros sur le mandat, donc proche de ce que vous proposez d'ailleurs, et on y tiendra. Et ensuite, ça nous permettra d'avoir des manifestations sous forme de concerts, sous forme d'humoristes, sous forme de congrès de professionnels, et donc une attractivité supplémentaire. Mais ce n'est pas tout. On souhaite aussi, au niveau du musée, le rendre plus attractif par son déplacement. Je vous remercie, M. Gigot. Et on souhaite aussi beaucoup de choses d'autres qu'on n'a pas le temps de développer là. Bien évidemment. C'est bien dommage. On a quand même passé 1h30 ensemble à débattre, ça passe vite, mais bien évidemment, vous avez tous vos programmes devant vous. Il y a énormément de points. L'objectif, c'était de vous intéresser à la campagne électorale de votre ville, Libourne. Bien évidemment, vous avez jusqu'à dimanche pour encore potasser tout ça. On espère avoir titillé votre curiosité pour que vous puissiez aller plus loin et que vous alliez en connaissance de cause dimanche 15 mars voter. Nous serons sur ce plateau en direct pour animer les soirées électorales. On vous donnera tous les résultats de vos communes. Nous serons à travers toute la Nouvelle-Aquitaine avec nos confrères de Sud-Ouest pour nous donner les résultats. Et puis bien évidemment, on commentera, on aura des invités ici pour nous donner tous les ressorts de ce premier tour et pour nous parler du suivant, le 22 mars. Donc soyez avec nous, soyez au rendez-vous. Les élections municipales, c'est ici que ça se passe sur tv7.com et sudouest.fr. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Bonne campagne à vous. Il vous reste encore quelques jours. Bonne fin de campagne. Merci encore. Au revoir. Merci, au revoir.